C'est parti. Ça y est. Bon, alors ça y est, on est live pour de vrai. C'est un vrai live, donc c'est vraiment en direct. Bienvenue, merci de nous suivre pour ce premier Déconfinons le débat. Ça va être toute une semaine de débat pour parler de cette crise sanitaire ce soir d'abord avec mes invités que je vais vous présenter dans un instant. Demain, vous aurez un plateau sur la crise géopolitique, mercredi sur la crise économique, vendredi sur la crise démocratique et puis la semaine se conclura samedi avec un grand meeting en ligne puisqu'on doit cette semaine de débat à plusieurs organisations politiques qu'on peut remercier, notamment la GRS d'être à l'initiative de ce rendez-vous. Ce live est retransmis en direct sur plusieurs médias partenaires, dont l'Humanité, Le Vent se lève, Les Jours heureux et Le Monde moderne, avec votre tendre et cher serviteur ici présent. Merci à tous les participants d'être avec moi ce soir. Je vais vous présenter, avant de rentrer dans le débat, il y a Sébastien Desilles, secrétaire national santé des radicaux de gauche. Bonsoir. On est avec Boris Vallaud, député du Parti socialiste. Bonsoir Boris. Bonsoir. Avec Catherine Coutard, médecin et aussi membre de la GRS. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Yves Lalanne, qui est maire et qui nous rejoint également à ce débat de la GDS. Bonsoir. Bonsoir. Caroline Fiat, députée de la France Insoumise, également avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Sophie Taillé-Polian de Génération, sénatrice Génération. Bonsoir à vous. Et Fabien Cohen, qui est référent santé pour le Parti communiste français. Bonsoir. Bonsoir. Et nous attendons le grand témoin qui a quelques petits soucis techniques, mais rien de grave, Patrick Pelloux, qui devrait nous rejoindre d'une minute à l'autre pour parler de cette crise sanitaire. Alors, évidemment, on ne parle que de ça. Vous allez me dire, la crise sanitaire du virus du Covid-19, ça fait des semaines, des mois qu'on en parle. On a l'impression de ne parler que de ça, mais c'est une crise qui est beaucoup plus large d'ailleurs que cette crise sanitaire. C'est pour ça que toute la semaine, on va décliner en quoi cette crise se transforme petit à petit ou ce qu'elle révèle. Ce soir, on va mettre les projecteurs sur l'aspect sanitaire de cette crise, évidemment, avec des soignants qui sont avec nous autour de cette table ronde virtuelle, qui vont pouvoir nous parler de l'état de fatigue, des moyens qui sont donnés à l'hôpital public, des réalités des soignants aujourd'hui face à la crise, de la réponse qui a été faite. On va aussi parler de la stratégie adoptée par le gouvernement dans cette crise sanitaire. Était-elle la bonne? Était-elle la seule? On entend souvent « qu'auriez-vous fait à notre place ?» Eh bien, c'est l'occasion de demander à ces responsables politiques ce qu'ils auraient fait, quels sont les plans de ces autres formations politiques pour répondre à une crise sanitaire de cette ampleur. On aurait pu être préparé différemment, réagir différemment. Pour rappel, l'Organisation mondiale de la santé, dès janvier, proposait de tester massivement les populations, de les équiper de masques et d'isoler les malades contagieux. Ça n'a pas du tout été mis en place par le gouvernement français qui nous parlait d'absence de pénurie de masques et un président qui nous invitait à aller au théâtre avec lui et sa femme, tandis que les masques n'étaient pas commandés, pas plus que le gel, pas plus que le matériel médical nécessaire à la protection essentielle des soignants qui sont toujours en première ligne. Donc, peut-être avant même l'arrivée de Patrick Pelloux, j'aimerais demander aux médecins qui sont présents sur ce plateau comment vous avez vécu dans votre pratique la crise sanitaire, quels ont été les grands manques auxquels vous avez eu affaire pour répondre à la crise de ce coronavirus. Peut-être Catherine Coutard pour commencer. Je suis médecin urgentiste. Mais j'ai la chance d'être médecin urgentiste dans le Vaucluse, ce qui fait de moi aujourd'hui un médecin urgentiste dans un département vert. Donc, je pense qu'avec Caroline Fiat, qui a repris la blouse pour aller travailler dans l'Est, on aura des visions relativement différentes. Mais il faut dire, on va dire que est-ce que le pays était prêt? Visiblement, pas vraiment. Parce qu'on n'avait pas tiré les bonnes leçons des épidémies précédentes. Et c'est pas au dernier moment. Même avec les équipes les plus motivées, c'est pas au dernier moment qu'on peut prendre les bonnes dispositions. Et politiquement, c'était encore pire parce que entre la canicule qui avait montré des politiques incapables de réagir et puis le H1N1 où une ministre s'est fait vilipender parce qu'elle en avait trop fait, les politiques ont été un peu sidérées. C'est pas pour les dédouaner, mais c'est pour dire que qu'on était sûrement très fait
suffisamment le travail de simulation. Est-ce que nos soignants étaient prêts? Ils étaient en grande difficulté puisque ça fait un an, je le rappelle, un an avant le début de la crise, que les services des urgences en particulier et les hôpitaux étaient en grève pour réclamer des moyens et n'étaient pas écoutés. La troisième chose, est-ce que les Français étaient prêts? Les consignes de l'OMS me semblent un peu plus tardives que vous ne le soulignez. Il me semble que sur la quarantaine, ça date plutôt de février que de janvier. Sur les tests, ça date de janvier, effectivement. Sur les tests, ça date de janvier. Et là, la vraie question, c'est qu'on ne les avait pas. Et il aurait été peut-être plus simple de dire qu'on ne les avait pas et se battre pour les commander, mais de dire qu'on ne les avait pas plutôt que de mentir. On y reviendra sans doute. On parlera bien sûr du est un vrai problème en matière d'épidémie. Tout à fait. Mais malgré le fait que les soignants n'étaient pas prêts, ils ont fait un boulot formidable d'adaptation. Ils se sont démenés, ils ont réorganisé tous les systèmes de soins. Et comme dans le Vaucluse, on a pu anticiper sur l'arrivée de la vague, on a travaillé dans de bien meilleures conditions qu'à l'Est, où ils ont été à la fois débordés par le flux et par l'absence de moyens en matière de masques. On va écouter justement le témoignage de Caroline Fiat. Comment ça s'est passé sur le terrain à l'Est? Qu'est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous pouvez nous raconter le quotidien dans cette région? Pardon. Donc, bonjour tout le monde. Des soignants fantastiques qui, pour beaucoup, étaient en grève depuis un an. On entend le gouvernement se féliciter avec Monsieur Salomon très régulièrement du fait qu'ils ont triplé ou quadruplé le nombre de lits de réanimation en France. C'est faux. Ce n'est pas le gouvernement qui a augmenté les chiffres de nombre de lits de réanimation dans notre pays. Ce sont les personnels hospitaliers avec leurs petites mains et leurs jambes qui ont couru partout dans les services et qui ont monté ces lits, qui ont monté ces nouveaux services. Personne n'a vu un ministre dans un service monter un nouveau lit de réanimation. Donc, la France a pu avoir des nouveaux lits de réanimation parce que les personnels hospitaliers étaient sur le qui-vive pour monter ces lits de réanimation. Donc, on peut féliciter de nouveau les personnels hospitaliers qui n'ont pas compté leurs heures, qui n'ont pas écouté leur corps fatigué pour faire face à la vague qui est arrivée. Moi, mon département, c'est la Meurthe-et-Moselle. On voyait les voisins alsaciens, eux, déjà très touchés. On a récupéré leurs patients. Pour eux, ça devait être plus dramatique. La situation des EHPAD, c'est une horreur. Les collègues qui mettent dans des housses mortuaires leurs résidents, les familles qui peuvent pas venir leur rendre visite. On n'est pas prêt psychologiquement à tout ça. On est prêt à accompagner, donc dans le soin, donc ça peut amener à accompagner aussi jusqu'à la mort, mais on n'est pas prêt à faire ça comme ça, sans moyens matériels, en ayant peur pour nous, pour nos proches, pour nos patients, enfin. Sans les familles auprès de nous, auprès des patients, c'était vraiment n'importe quoi. On n'était pas prêt pour ça. Et quand j'entends le gouvernement nous dire que aucun gouvernement pouvait se préparer à une telle épidémie, ça tombe bien. Chaque année, il y a des épidémies de grippe et de gastro, et chaque année, les personnels soignants réclament des masques et des gants. Et chaque année, ils sont moqués parce qu'on leur dit que il y en a pas spécialement besoin. Donc, peut-être que cette année, quand il y aura gastro et grippe, on pourra avoir des masques et des gants sans pleurer. Mais alors, justement, il y a ce manque de moyens endémique, extrêmement criant au cœur de la crise. Et puis, il y a le fait que les soignants ont été en première ligne et qui payent un lourd tribut par leur vie. En Italie, on parle de plus d'une centaine de médecins et personnels soignants morts en faisant leur métier, tout simplement. En France, on est déjà à plus d'une vingtaine. Or, Jérôme Salomon refuse ce qu'il appelle une comptabilité morbide. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre? Oui, Sébastien Desilles, peut-être. Oui, je suis médecin libéral en centre-ville de Marseille, et effectivement, sur les manques de moyens aussi, mais c'est la même chose pour tous les libéraux, les professionnels de santé libéraux, infirmières, des aides-soignantes, des kinés, des orthophonistes, etc. Tous obligés d'adapter leur activité au fait que
il n'y a pas de masque, il n'y a pas de possibilité de pouvoir tester aussi bien des patients qu'eux-mêmes, etc., depuis le début de la crise. Et d'autres professionnels, les kinés, les orthophonistes, les podologues, etc., ont dû baisser le rideau parce que on leur a demandé, l'ARS a demandé de se mettre en retrait pour éviter de faciliter la propagation du virus. Voilà. On n'a pas vraiment de plan d'attaque en ville. Hein, on n'a pas de l'ARS et la Direction générale de la santé nous envoient des mails. Voilà, au lieu d'avoir du matériel, on a des mails pour nous dire comment on doit prendre en charge nos patients en ville, etc. Mais voilà. Les moyens concrètement, qui appeler quand on a besoin de hospitaliser des gens qui ne sont pas forcément Covid, attention, hein, parce que ça aussi, à côté, bon, vous avez la crise sanitaire et vous avez aussi des patients chroniques qui, de temps en temps, des personnes âgées qui chutent chez eux, qui n'ont pas qui sont pas infectées par le coronavirus, mais qui ont quand même besoin de soins, et que derrière, eh bien, l'offre de soins est réduite parce qu'on se bunkérise, parce qu'il faut éviter la diffusion du virus, parce qu'on a des process hospitaliers à respecter, parce qu'il y a des hospitalisations directes en service, de gériatrie notamment, etc. Ce n'est pas envisageable pour éviter de contaminer les patients. On se retrouve en médecine de ville et pour d'autres soignants désarmés, et on a la seule chose qu'on ait, c'est les process envoyés par mail de l'ARS et de la Direction générale de la santé. On a l'impression que c'est un peu la route prise par ce gouvernement et cette administration. Tout doit être dématérialisé. Et, Emmanuel Macron se félicitait des téléconsultations en disant que même ce médecin de 99 ans s'y mettait. C'est génial. On ne fait pas tout à distance. Non, non, bien sûr. Bon, j'ai adapté mes horaires de cabinet ainsi que mes autres confrères pour qu'on puisse. Après, à Marseille, on a la chance d'être quand même dans une zone verte comme le Vaucluse, mais on a quand même organisé notre activité pour éviter le croisement de flux de patients qui viennent pour des symptômes infectieux, etc. Mais voilà, on a une baisse d'activité. On veut aussi aider nos confrères hospitaliers. Moi-même, je me suis porté volontaire pour l'APHM pour aider, pour apporter mes bras, etc. J'attends toujours qu'on je sois contacté. Probablement qu'à la PHM, c'est beaucoup plus calme, mais sans ça, on est dans l'expectative, c'est les atermoiements, c'est voilà. En tout cas, en médecine de ville, nous-mêmes généralistes, on se sent complètement mis de côté. Mais en plus de ça, non seulement donc, la prise en charge des patients Covid, des patients chroniques, etc., c'est une chose, mais aussi tout le versant psychologique, psychiatrique, tout ça aussi n'est pas soulevé dans cette crise sanitaire. Hein. On va y revenir. On compte déjà 2 patients qui ont été dans des détresses psychologiques telles que j'en ai eu un qui a fait une tentative de suicide quand même. Donc, tout ça, c'est mis en souffrance davantage avec la crise et puis par le manque de perspective, d'organisation, de coordination sur le terrain. L'hôpital souffre, la ville souffre, et on se demande même s'il y a quelqu'un à la barre quand même. Oui, alors ce qui ressort de vos témoignages, c'est qu'il y a de grandes différences régionales, évidemment, sur ce traitement-là, mais une chose qui est la même, c'est un peu la débrouille, c'est-à-dire chacun fait sans attendre les consignes parce qu'elles sont contradictoires souvent ou inadaptées. Qu'en est-il aujourd'hui des moyens qui sont alloués notamment en urgence dans les départements les plus touchés? Est-ce qu'on a réussi quand même à endiguer le manque de moyens chroniques qu'il y avait, que ce soit les masques, les blouses, les surblouses, etc. Ou est-ce que les soignants sont toujours en train de demander d'être protégés pour faire correctement leur travail? Peut-être Fabien Cohen, oui, je vous vois. On ne vous entend pas. Oui. Non, j'active mon micro. Voilà. Oui, non, je disais non parce que je suis aussi porte-parole de la coordination de Mont-d'Or et de l'ensemble du secteur du Val-de-Marne. Et en lien avec donc tous les hôpitaux du Val-de-Marne en permanence, on a déposé pas mal de DGI, c'est-à-dire de dangers graves imminents, notamment ces derniers jours, parce qu'y compris nous a amené dans un nouveau bâtiment qu'on a sponsorisé par Dassault en catastrophe pour avoir les derniers millions. On nous a amené des personnels qui viennent de la garde, c'est très gentil, merci, sauf pas formés sur le terrain, pas prêts, et on s'est retrouvé avec des décès, on s'est retrouvé avec des retards de soins, on s'est retrouvé avec des situations dramatiques. On est devant une situation
que moi j'aurais appelé d'une catastrophe sanitaire annoncée. S'il n'y avait pas eu, comme ça a été dit par mes confrères, mes consoeurs, s'il n'y avait pas eu ce problème majeur, de cette envie majeure, pardon, des personnels de donner le maximum d'eux-mêmes. Monter un bâtiment comme le bâtiment de réanimation de bloc de Mondor en quelques jours pour qu'il devienne un bâtiment de réanimation alors que ce n'était pas son objectif, c'était une véritable gageure. Donc je crois qu'il y a aujourd'hui le constat d'une stratégie, d'un logiciel libéral qui est mené des années 70, parce que n'oublions pas derrière, c'est le manque de médecins, c'est le numerus clausus insuffisant, c'est l'ensemble des dispositions qui ont été prises de fermeture de lits, etc. Nous, dans le Val-de-Marne, par exemple, est toujours prévu 50% de suppression, et pas seulement dans le Val-de-Marne, dans toute l'Île-de-France, 50% des lits de soins de longue durée dans le Val-de-Marne. On a interpellé notre ARS, on a interpellé le ministère, on a interpellé tout le monde. Pour l'instant, naturellement, on ne nous répond pas, de peur de se faire limoger comme à Nancy, on ne nous répond pas non, mais obligatoirement, on est en train de voir qu'il y a continuité des fermetures de lits. Donc, je crois qu'on a eu une succession de dispositions qui vont depuis la loi Hôpital 2007 jusqu'à Ma Santé 2022, en passant par la loi Tourette, en passant par la loi des HPST, qui nous a désorganisé totalement notre système de santé, sans compter le manque de moyens financiers et sans compter le fait que nous n'avons pas de pôle public du médicament. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes totalement dépendants de l'extérieur. Nous n'avons aucun moyen de réagir. Alors, vous me disiez, comment on aurait pu faire autrement? Mais déjà, faire autrement, c'était penser déjà autrement. Je rappelle, ça a été dit tout à l'heure, la crise de l'épidémie de bronchiolite qu'on a eue au mois de novembre, ça a été déjà démonstratif de ce que l'on pouvait y penser s'il y avait quelque chose de plus grave comme le Covid-19. Donc, on n'est pas dans une situation de catastrophe qui nous tombe dessus, c'est une catastrophe qu'on évite grâce à l'intervention des personnels, grâce à l'inventivité, grâce au fait de vouloir véritablement dépenser. Parce que les hôpitaux, c'est la désorganisation, c'est le fait qu'on ne permette pas aux gens de passer plus de 8 jours en confinement quand ils ont été atteints et qui sont personnels hospitaliers, on fait revenir pour travailler. Il y a toutes ces choses-là qui, bout à bout, créent aujourd'hui une situation de très forte colère dans les hôpitaux, de très très forte colère, qui est contenue pour l'instant. Je ne sais pas jusqu'à quand elle peut être contenue et je pense qu'il serait souhaitable qu'elle ne se contienne pas longtemps. Caroline Chiat, c'est quelque chose que vous avez vu, vous, dans les hôpitaux, cette colère froide des soignants, ou même chaude d'ailleurs, la colère. Enfin, là, on ne peut pas leur demander de se sacrifier pour faire ce travail-là. À un moment, il va falloir revoir les stratégies de service public. Oui, alors de la colère, mais alors beaucoup de collègues très fatalistes. Et là, c'est ce que je dis beaucoup, de collègues qui ne suivent plus la politique, qui ne croient plus en rien. Le soir où la prime a été promise, de toute manière, ils n'y croyaient pas. Ils ont dit depuis le temps qu'on nous promet des choses. Donc moi, je les ai trouvés bien fatalistes, mes collègues, et j'étais bien embêtée. Alors pas que j'avais pas envie de les motiver pour y croire et leur donner envie d'y croire, mais bon, on avait beaucoup de travail et on n'a pas pu faire beaucoup de politique pendant que je travaillais. Non, je les ai trouvés très fatalistes, mais certains étaient quand même en colère. Soyons rassurés, il y en avait quand même quelques-uns en colère, mais mes collègues étaient très fatalistes. Alors, je vais me tourner vers Jean-Yves Lalanne, qui est maire, pour parler peut-être de ce maillage territorial, de l'accès aux soins. Comment ça se passe quand on est maire pour gérer justement ce manque de moyens? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour aider sur le terrain, ou est-ce qu'on est dépossédé parce que c'est l'ARS qui gère, parce que l'État gère et parce que finalement on ne peut pas faire grand-chose? Oui, on peut faire des choses, mais moi je suis maire dans une commune à côté de Pau, de 13 000 habitants, ça touche Pau. Pour situer, et donc on est dans un secteur encore préservé. Mais en écoutant les précédents intervenants, je pensais au plan communal de sauvegarde, au PCS. Dans chaque commune, il existe des PCS. Alors les PCS, ce sont des processus dans le cas d'une inondation, d'un camion qui se renverse, de produits chimiques, etc. ou de risques sanitaires. On en avait parlé justement lors de la dernière pandémie. Et en fait, le coordinateur, ça reste l'État.
Et là, depuis que chaque semaine, on a une réunion avec les maires des communes de plus de 10 000 habitants, Pau, etc., Billère, etc., et ça a été rabaissé à 2 000 habitants, et donc on a une réunion avec la préfecture. Il suffit de poser la question pour attendre la réponse. Mais quand on a posé le problème des masques, c'est pas simplement le gouvernement qui est responsable d'avoir failli en matière de théorisation que les masques n'étaient pas utiles, il suffisait un peu de distanciation physique, mais c'était théorisé. Donc théorisation qu'il n'y avait pas, puisqu'il n'y avait pas de masque, eh bien, c'était pas la peine d'en faire. Donc, les communes ont fait quoi? Eh bien, on a lancé des appels à l'auto-organisation pour que des associations fassent des masques tissus. Et nous-mêmes, on était les premiers à dire, attention, on va mettre à disposition des masques tissus, mais ce sera pas mieux qu'un FFP2, ni qu'un masque chirurgical. Et maintenant, on nous présente ces masques comme le nec plus ultra. Et maintenant, de la même façon, on a eu une réunion avec un sous-préfet tout à l'heure, à 14h, et quand plusieurs maires posent le problème des tests PCR sérologiques, les PCR, c'est pas la peine, parce que si vous n'êtes pas malade, c'est pas la peine d'en faire, et les tests sérologiques sont pas au point, etc. Et donc, on a une théorisation de la démission de l'État. Et on renvoie aux communes la responsabilité de se substituer. Alors, on peut le faire parce qu'on a des compétences. Par exemple, sur l'école, mais ce serait trop long d'en parler. Il y a des milliers d'élus qui en parlent, et puis des milliers de parents, et vous-même, vous pouvez en parler. On dit tous la même chose. C'est que il faut réouvrir les écoles, mais on réouvre pas les écoles. On crée des services minimum généralisés avec un effectif plus réduit, parce qu'on se rend compte que même le protocole sanitaire, parce que moi j'étais pour, comme beaucoup d'élus, nous étions pour pas de rentrée sans garantie sanitaire. Alors maintenant, on regarde les garanties sanitaires. Et les garanties sanitaires, quand on lit bien, quand on veut faire le bon élève, eh bien, on voit que le protocole ne peut pas être appliqué, pas partout. Des classes de 15, en fait, je comprends maintenant, en écoutant les enseignants aussi, c'est que il peut y avoir que des classes de 8 ou 10 sur 60 mètres carrés, parce que celui du fond de la salle, s'il veut sortir, il faut faire sortir toute la classe. Mais bon, on va faire du mot à deux balles. Mais et puis on a dans les maternelles, bien sûr, les gestes barrières ne seront pas respectés. Donc, ça veut dire que en fait, on a une possibilité de rebondissement de la pandémie avec une politique de gribouille. Alors, est-ce qu'on aurait fait mieux? Ça, on y reviendra, mais je vais parler aussi des territoires avec Madame la sénatrice, quand même, pour voir un peu comment on peut s'organiser pour arrêter cet agenda du néo-management de services publics mis en place par l'école de Chicago et tous ces avatars. Est-ce qu'on peut arrêter cette machine et même faire machine arrière et sauver ce qui peut être sauvé, et particulièrement les services de santé, puisque aujourd'hui les Français ont vu l'importance de services de santé efficaces et solides, notamment pour cette crise du Covid. Je crois ce qu'on a vu effectivement, c'est que dans les hôpitaux, la médecine reprenait un peu le dessus par rapport à la bureaucratie. Et d'ailleurs, il y a une tribune très intéressante dans le Figaro aujourd'hui, je crois. C'est pas souvent que j'incite à lire des tribunes qui paraissent dans le Figaro, mais où un certain nombre de médecins appellent à ce qu'on cesse justement toute cette bureaucratie mise en place dans les hôpitaux et qui a été au départ lancée pour assurer la gestion des deniers publics. Alors, c'est effectivement tout à fait logique de bien gérer les deniers publics, mais là, on a été dans une logique vraiment terrible. Et bien souvent, comme dans beaucoup d'autres services publics d'ailleurs, on a placé au centre du jeu la gestion des coûts. On a transformé les hôpitaux en centre de coûts au lieu de garder au cœur l'activité première et le soin. Donc, moi, je crois qu'on est effectivement devant un peu une responsabilité. On ne m'entend pas peut-être. Si, très bien, mais c'est juste que comme on est en direct, je viens de recevoir, on va dire priorité au direct, comme on dit sur BFM, eh ben, j'ai appris priorité aux urgences. Ouais, voilà. Le Sénat, et comme vous avez la parole, vient de rejeter le plan de déconfinement à 89 voix contre. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire? Non, mais alors, donc, je termine juste sur le fait de dire que comme là, on est un petit peu dans un moment
dans les réflexions et dans les discussions entre les forces de gauche et de l'écologie, on parle du monde d'après. Je pense vraiment qu'il y a un service public du monde d'après qui doit être réinventé avec des nouveaux modes de faire qui éloignent la bureaucratie et qui remettent au cœur les métiers. Et ça, c'est pas seulement dans l'hôpital, mais c'est dans tout le service public. Alors oui, on est aujourd'hui, moi, vous voyez, je suis pas chez moi, j'ai pas ma bibliothèque perso dans mon dos ou quoi que ce soit. Je suis dans mon bureau au Sénat parce que aujourd'hui, on a entendu le Premier ministre qui nous faisait son état de son plan de déconfinement et qui le soumettait à notre vote. Donc le vote contre l'a emporté parce qu'il y a une majorité de la droite qui s'est abstenue et les groupes de gauche se sont exprimés contre pour beaucoup de raisons. Et d'abord parce que comment déjà faire confiance à un gouvernement et à un État qui semble quand même atteint d'un grave problème en son sein, puisque quelle n'a pas été notre surprise d'entendre le président de la République s'exprimer sur BFM en même temps que le Premier ministre dans l'Assemblée, sur la même question du déconfinement, et nous apprendre que jeudi, il y aurait des annonces faites par le président de la République, alors même que le Premier ministre était en séance avec ses ministres pour nous expliquer les choses. Donc déjà, je pense qu'on peut être très inquiet du fait qu'en haut de l'État, aujourd'hui, au sommet de l'État, alors qu'on devrait être en phase pour gérer ce déconfinement, on a tous envie qu'il se passe le moins mal possible, même si on n'a pas confiance. On est dans une situation où on voit se fissurer gravement l'exécutif. Donc, les raisons pour lesquelles on s'est exprimé contre, c'est simple. La confiance, ça s'acquiert, et là, elle est rompue. Elle est rompue depuis les mensonges sur les masques. Et vous parliez de qui est-ce que dans les hôpitaux aujourd'hui, les personnels ont les matériels? Évidemment, non. Et aujourd'hui, même, je recevais un texto d'une amie de génération qui travaille dans les hôpitaux dans le Puy-de-Dôme qui disait pas de surblouse et qui travaille dans les endroits Covid. Aujourd'hui, pas de surblouse et pas de commande dont on sait qu'elle va arriver. Alors, donc ça c'est évident que c'est absolument donc la confiance elle n'est pas là, et puis surtout sur tout ce qui concerne les écoles, on est dans une situation où personne ne comprend rien, si ce n'est que le gouvernement se défausse sur les mères et sur les parents, et ça c'est absolument insupportable, parce qu'on sait bien que les choix ne vont pas être les mêmes pour les uns ou pour les autres, selon qu'ils sont en situation de télétravailler, en situation de dialoguer avec leur employeur ou pas. Alors, le Sénat a rejeté le plan de déconfinement. Ce n'était pas le cas de l'Assemblée. Boris Vallaud, qui a voté, puisqu'il y a une majorité de députés En Marche, pour ce plan de déconfinement. Comment on peut, à un moment, arrêter cette machine folle de poulets sans tête, cette batterie de poulets sans tête qui est devenue le gouvernement français? On voit d'un côté un Premier ministre qui parle pendant que le président a fait d'autres annonces, les ministres qui ne sont pas au courant des mesures qui sont prises. Quels sont les pouvoirs des députés de l'opposition aujourd'hui pour arrêter le massacre? Oula, alors les pouvoirs des députés en temps normal sont faibles. Quand c'est un député d'opposition est encore plus modeste. Et là, je dois vous dire que les conditions dans lesquelles nous travaillons entravent encore plus les moyens qui sont les nôtres. Et il faut dire ce qui est. La mission d'information qui a été constituée à l'Assemblée nationale pour suivre la mise en œuvre de l'état d'urgence en matière sanitaire est très insatisfaisant. Il est vraiment plus que temps de réaffirmer un contrôle digne de ce nom sur ce qui se passe en termes de mesures d'exception. À l'Assemblée nationale aussi, ce qui me concerne, j'avais voté contre ce plan-là, me posant une simple question, comme représentant même d'opposition de la nation, c'est à travers mon vote de quelle confiance je pouvais me prévaloir? De celle des soignants? Manifestement pas. Celle des médecins libéraux, comme Sébastien en a fait le témoignage, pas tellement. Des mères qui sont un peu livrés à eux-mêmes, des parents d'élèves à qui on renvoie la responsabilité d'envoyer ou pas ces enfants, avec tout ce que cela comporte de reproduction des inégalités qui sont déjà à l'œuvre dans la vie normale. Et puis, en effet, on a le sentiment, depuis le début, qu'en réalité, la communication a été commandée par les moyens disponibles, alors que c'est les moyens disponibles qui auraient dû, en réalité, être à la hauteur de ce que nécessitait la situation sur le plan sanitaire. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, on a évoqué les masques comme les tests. Finalement, sur les masques, on a eu tous les discours. Ils n'étaient pas nécessaires. On a eu des ministres qui nous expliquaient qu'eux-mêmes ne savaient pas bien comment il fallait les mettre. Alors on dit, putain, s'ils ne savent pas comment mettre un masque, je ne suis pas certain qu'ils soient tout à fait prudents de leur confier les rênes du pays.
Et puis, l'Académie de médecine qui disait si, il faut les porter. Enfin, il y a eu une cacophonie absolument considérable. Sur les instructions pour l'école, de la même manière, on a d'abord eu le sentiment que le ministre de l'Éducation nationale n'était pas même consulté sur les décisions qui étaient prises par le Premier ministre et par le Président de la République, puisque le matin, il nous annonçait qu'il n'était pas question de fermer les écoles, et puis le soir, l'annonce de la fermeture des écoles était effective. De la même manière, il y a une dizaine de jours, le ministre de l'Éducation nationale a annoncé un certain nombre de mesures qui ensuite ont été contredites par le Premier ministre. Et c'est vrai que toute cette cacophonie, elle est extrêmement problématique parce que c'est la question de la confiance qui se joue. Et l'efficacité de la lutte contre la pandémie, évidemment, elle nécessite cette confiance dans les autorités sanitaires et les autorités politiques. Je crois qu'il y a la confiance, il y a eu trop de mensonges a priori pour que les Français continuent d'avoir confiance effectivement dans la parole gouvernementale, ce qui est très grave pour la suite des opérations. Mais il y a une autre, c'est à plusieurs niveaux, une autre lecture sur l'impression qu'on a aujourd'hui, c'est de voir des responsables politiques qui fuient leurs responsabilités ou préparent le fait d'être irresponsables à la sortie. Avec notamment, d'un côté, se défausser sur les scientifiques, avec 2 comités scientifiques qui ont été montés rapidement, et puis de l'autre côté, sur les populations, ou bien les maires, comme vous le disiez, les gens qui vont mettre en place ces plans de déconfinement. Comment vous voyez ça, vous qui êtes à la fois élu et médecin, Caroline Fiat? Alors, vous êtes gentil, mais j'adore ma profession d'aide-soignante. Donc, je ne veux pas faire médecin. Pardon, aide-soignante. Non, je vais rester aide-soignante. On a trop besoin d'aide-soignante, on n'en a pas assez. Non, mais moi, je vais vous résumer autrement. Sur les réseaux sociaux, un insoumis a épinglé son député de la majorité en disant qu'il avait voté pour le déconfinement. Xavier Paluziewicz, pour ne pas le nommer, a répondu, s'est défendu de son vote, en disant qu'il fallait bien comprendre qu'un vote à l'Assemblée nationale n'avait aucune valeur, enfin, si ce n'est que celle du symbole. Et que s'il était encore maire de sa commune et que si son fils avait encore l'âge d'aller à l'école primaire, mais il ne rouvrirait pas les écoles et il ne mettrait pas son fils à l'école, voyons. Non, mais comment voulez-vous que les gens aient confiance? Comment voulez-vous déconfiner ainsi? Alors, autant, je le dis, non, je le dis même pas en rigolant d'ailleurs, parce que moi, quand j'ai lu son message, ça m'a pas du tout fait rire. Voilà qui vote le déconfinement. Voilà quels sont les députés qui ont voté ce déconfinement. Comment voulez-vous que les Français puissent avoir confiance? Comment voulez-vous être sereins? Et juste pour finir, l'unité nationale. J'ai été la première à dire qu'il fallait une unité nationale sur une crise sanitaire. Mais l'unité nationale pour Macron et son équipe, c'est admirez-nous, regardez-nous aller droit dans le mur. Non, l'unité nationale, c'est on travaille avec toutes les étiquettes politiques, que ça vous plaise ou non. Mais eux, ils ne le souhaitent pas. Moi, depuis le début, j'ai proposé mon aide. Je ne sais pas si c'est parce que je ne suis qu'une aide-soignante ou qu'une insoumise. En tout cas, ils n'ont jamais voulu. C'est bien dommage parce que là, ils vont droit dans le mur et ils nous emmènent droit dans le mur avec eux. Sophie Talley-Poyant, c'est votre analyse aussi d'ailleurs, le Sénat a refusé ce plan de déconfinement. Ce gouvernement va droit dans le mur? On ne vous entend pas. Déjà semble ne pas très bien s'entendre effectivement entre le président de la République et l'exécutif. Donc, on voit mal comment gérer une crise de cette ampleur avec un président qui décide qu'il faut donner des dates, quel que soit l'avis des uns ou des autres, et sans aucunement que, en fait, les dates, elles proviennent d'une réflexion qui aboutissent à voilà les conditions à réunir, c'est ça, ça et ça, et donc on peut penser qu'à telle date, elles seront réunies. Non. C'est à un moment donné, il faut une date, alors on donne celle-là parce que ça nous arrange. Enfin bon, donc effectivement, tout est à l'envers et on l'a vu vraiment sur la question des écoles. On l'a vu aussi sur la question comment faire confiance à ce gouvernement de la ministre du Travail et de la façon dont on a organisé, entre guillemets, le travail des inspecteurs du travail, où on leur a demandé plus ou moins de ne pas aller sur les sites, alors même que comment s'assurer que les distances de sécurité, que les normes sanitaires soient respectées dans les différentes entreprises uniquement par des contrôles par téléphone. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Et surtout parce que ce qui a primé dans un premier temps au ministère du Travail et ce qui continue de primer avec cette décision d'ouvrir les écoles, c'est d'abord de relancer la machine économique, quoi qu'il en coûte, finalement.
Alors bien sûr, il faut que la machine économique puisse repartir, mais il faut qu'elle puisse repartir progressivement et de manière contrôlée. Et ça, c'est vrai qu'on doute dans la capacité du gouvernement à le faire. Des médias récemment ont levé de nombreuses questions sur le fait que les tests seront bien disponibles le 11 mai ou pas. Le gouvernement n'apporte absolument aucune réponse. La question des EHPAD également m'apparaît centrale et on en a peu parlé. Ce qui s'est passé dans les EHPAD, je pense, ça aura des lourdes répercussions et vraiment, j'adresse des pensées de solidarité au personnel des hôpitaux, bien sûr, mais des EHPAD aussi, parce que je crois que dans nombre d'EHPAD, le nombre de cas de personnes touchées, les difficultés liées au confinement dans les chambres ont été extrêmement douloureuses et terribles à vivre. Et aujourd'hui, on ne mesure pas ce qui s'est passé et ce qui se passe encore dans les EHPAD, je crois. Donc, évidemment, il est difficile de faire confiance à ce gouvernement qui n'a pas anticipé. Alors, certes, il y a eu des prises de décision antérieures et on voit quand on regarde un petit peu les décisions, les plans qui avaient été montés au début des années 2000, quand on a commencé à anticiper les risques de pandémie. Ce n'est pas le gouvernement Macron, mais les décisions qui ont été prises depuis décembre, janvier, février, à chaque fois, il y a un temps de retard. Et là, on le voit maintenant, et c'est vraiment le comble, la cacophonie entre le président de la République et son Premier ministre. On peut être gravement inquiet. C'est pour ça que, évidemment, les conditions de la confiance ne sont pas réunies. On appelle à un sursaut pour que le gouvernement prenne ses responsabilités, fasse les choses pas à pas. Je vois Catherine Coutard qui souhaite réagir également. Oui, je pense qu'on est bien là dans le cœur du problème. Au tout début, il y a des choses qui ne sont pas de son fait. Et l'austérité dans les hôpitaux, ce n'est pas que ce gouvernement-là. C'est ce gouvernement-là qui a continué, mais ce n'est pas que celui-là. Donc, on ne peut pas dire tout est de sa faute. Il a continué. Donc, c'est déjà persévérer dans l'erreur, c'est sûrement déjà une erreur. Mais il y avait quelques décisions gouvernementales antérieures qui allaient dans le même sens. Mais par contre, et puis il y a la sidération, le phénomène nouveau, l'inadaptation. C'est vrai que Taïwan était plus prêt à ce type de pandémie que nous ne l'étions. Très bien. Mais aujourd'hui, on est au cœur du problème. Quand un président de la République fixe un déconfinement 4 semaines plus tard, il y a le temps de se préparer, il y a le temps de savoir si c'est possible, si c'est bien organisé, et on a l'impression que depuis 4 semaines, rien n'a été fait. Parce que quand même, 3 semaines pour que les écoles obtiennent des directives en 63 pages sur comment elles doivent fonctionner, non, quand vous dites ça déconfine le 11, le lendemain de cette date-là, vous dites, voilà, c'est nos dispositions. Pourquoi vous le dites tout de suite? C'est parce que rien ne peut se faire non plus d'en haut. Et là, moi, je pense qu'on peut féliciter les personnels pour ce que disait Caroline de l'organisation, les lycéens qui les ont fait, mais on peut aussi féliciter les Français et les Français qui se sont pris par la main, qui ont créé des réseaux de solidarité, qui ont mis des associations en branle. Tout ça, ça s'est fait grâce à eux. Et c'est normal aussi. Tout ne peut pas venir d'en haut. On n'est pas non plus suspendu à la parole de Dieu le Père. Tout ne peut pas venir d'en haut. Donc, il y a des choses formidables qui se font, qui se feront encore. Juste une petite remarque, simplement, parce qu'il y a dans les interventions des choses qui ont l'air d'aller dans ce sens-là. Il n'y aura pas de risque zéro. Ça n'existera pas. Donc, par conséquent, il faut qu'on soit tous ensemble à trouver des solutions pour qu'il soit le moins grand possible, mais il n'y aura pas de risque zéro. Et ce virus, il est là pour au moins 18 mois, 2 ans. Donc, on ne va pas vivre confiné pendant 2 ans. Donc, cette articulation-là et cette réussite-là qu'il faut faire. Justement, et malheureusement, le cafouillage actuel, effectivement, de ce gouvernement pose problème. Justement, Boris Vallaud, comment vous envisagez ce déconfinement au-delà de ce qui va être fait par ce gouvernement, mais comment on pourrait faire les choses autrement peut-être? Comment vous voulez réagir à ça? Je crois que c'est important de dire, même si je crois que c'est clair dans nos propos, on n'est pas pour le confinement ad vitam aeternam. Catherine Coutard vient de le dire. Évidemment, l'aspiration de chacun est de pouvoir retrouver un semblant de vie normale, qu'un certain nombre de Français qui ont différé les soins nécessaires, et Sébastien Zil pourrait en témoigner, puissent aller consulter maintenant, que nos enfants, moi j'ai deux enfants, puissent retourner à l'école, parce que je suis le témoin de la difficulté du travail d'enseignant dans le suivi que j'essaie de faire de mes enfants. Donc vraiment, le vote contre le plan de déconfinement, ce n'est pas un vote contre le déconfinement. C'est l'exigence de promptitude dans les décisions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il faut confiner tout de suite, et tout le monde, et pas égrener les choses avec des messages qui peuvent paraître contradictoires. Dire les choses avec netteté et transparence. S'il n'y a pas de masque, il n'y a pas de masque. On cherchera les responsabilités, qu'elles soient récentes ou anciennes, notamment à travers les commissions d'enquête parlementaires qui vont, je crois, au Sénat arriver dès juin, et à l'Assemblée nationale, je ne le sais pas exactement. On a besoin de constance dans la décision. Parce que quand on dit une chose et une autre, il y a un problème de confiance, il y a un problème de comportement, il y a une mise en danger. Donc, je veux dire,
je le dis. Et donc, en fait, il faut être modeste dans les solutions qu'on pourrait apporter. Et on n'a pas tous les éléments d'information sur le plan sanitaire. On a besoin de dire, finalement, et moi, dans la mission, j'ai posé la question à un certain nombre de responsables des comités scientifiques, c'est quelle est la stratégie du gouvernement? Quand il y a eu le confinement, on l'a bien compris, on essayait de limiter la circulation du virus, d'atteindre un plateau, de désengorger les hôpitaux qui avaient augmenté considérablement leurs moyens. Quelle est la stratégie de déconfinement? Est-ce qu'il y a ou non, pour une part, une stratégie de recherche d'une immunité collective? Combien de temps elle va prendre? Quel est l'état de la connaissance du risque pour les enfants? Quand on retourne à l'école, il est important de le faire. Et vous voyez bien que comme ce n'est pas une épidémie franco-française, on regarde ce qui se passe en Italie, en Allemagne, dans d'autres pays qui ne font pas forcément les mêmes choix que nous. Donc ce que je veux dire, c'est que moi, je ne suis pas épidémiologiste, je ne suis pas une autorité sanitaire, mais je crois que le décideur politique éclairé par les scientifiques doit, je veux dire, en toute chose, dire les choses avec netteté et constance. Parfois, le gouvernement a semblé le faire. Il y a eu des efforts de pédagogie qui étaient louables. Et puis d'autres fois, il y a eu une cacophonie qui nous faisait douter de la réalité de ce que nous disait le gouvernement. Et donc, du coup, des comportements que nous devions les uns et les autres adopter. Mais je voulais apporter cette précision. Évidemment, on n'est pas dans l'idée qu'il ne faudrait jamais retourner à une vie normale. Non, ça va être long et progressif, ça on n'en doute pas. Sébastien Desilles, sur l'aspect justement du médecin qui est en première ligne, comment ça se passe? On a entendu 700 000 tests annoncés, or il semblerait qu'on en est loin de ces 700 000 tests par semaine. Et puis, il y a cette question aussi que je voudrais poser, qui, moi, me pose question, c'est ces brigades d'anges gardiens pour faire du tracing, vu qu'on n'a pas d'appli de tracing, et aller jusqu'à demander aux médecins de briser le secret médical. Voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Ça aussi, ça c'est totalement flou parce que ça a été communiqué il y a très peu de temps. Donc, déjà, on essaye de redémarrer un petit peu le suivi de nos patients chroniques, d'essayer de voir comment aussi on peut toujours contribuer à aider nos confrères hospitaliers et sur le terrain pour les patients atteints du coronavirus. Et là, on nous déboule cette espèce de schmilblick dont en plus pour nous, bien tendre la carotte, on nous promet, enfin c'est pas qu'on nous promet, c'est dit qu'on va avoir une cotation, donc on va être payé pour faire ce genre de truc. Quid de l'intérêt de ce genre de fichier par rapport à ce qui est déjà, parce ce qu'il faut savoir, c'est que l'Agence régionale de santé a mis une plateforme qui s'appelle Terre Covid, pour justement, déjà ça recense les personnes qui sont infectées au coronavirus, voir à peu près le type d'évaluation et de suivi que l'on fait soit par téléphone, soit par consultation au cabinet, etc., avec des signes de gravité, s'ils sont présents, s'ils ne sont pas présents, etc., dont l'utilité in fine, je ne sais pas trop à quoi, moi, en tant que médecin, l'ARS va m'expliquer comment je dois faire et suivre mon patient. Enfin bref, et donc là, on nous pond encore un truc dont on ne voit pas tellement la différence, si ce n'est que la sécurité sociale, les ARS, etc., vont envoyer leurs médecins, enfin envoyer entre guillemets, vont téléphoner aux patients, aux sujets contacts, etc. Mais ça, on peut très bien le faire. S'il faut faire du suivi, dire il faut aller vous faire dépister dans tel laboratoire, etc., ça, nous pouvons le faire. Enfin, voilà, on va tracer, on va pister les malades, on va faire de la dénonciation. Voilà. On ne sait pas à quoi vont servir les données. Il faut qu'on attende ce que la CNIL va répondre comme avis là-dessus. Mais voilà, quel est le rôle du médecin dans ce genre de situation? Puis je voudrais faire un petit aparté sur ce que monsieur le député Vélo a esquissé, c'est l'Europe. C'est aussi la grande absente. On a laissé les Italiens se débrouiller, on a laissé les Espagnols se débrouiller. Enfin, voilà, sur l'organisation de confection de masques, pour confectionner aussi des stocks de matériel nécessaire pour le dépistage, etc. L'Europe a fait quoi au niveau de coordination?
nous avons un gouvernement qui est aux fraises, les anciens gouvernements ne nous ont pas aidés, et au niveau européen, aucune coordination non plus. L'Europe est la grande absente aussi de la gestion de la crise du coronavirus sur notre continent. On va y revenir, mais comme on est sur la crise sanitaire, l'Europe, je pense qu'on en parlera sur la géopolitique demain, et on en parlera aussi ce soir un peu sur la réponse sanitaire, mais malheureusement, la santé n'est pas une prérogative de l'Union européenne, c'est comme ça qu'ils se défaussent. Évidemment, c'est d'abord un grand marché, le reste, bon. Et un grand marché des masques, parce que les masques sont quand même un des objets au centre de la stratégie de déconfinement. Or, on apprend aujourd'hui que Lidl a déjà écoulé son stock de 5 millions de masques dans la journée. Les masques sont payants. On a mis un prix plancher à 95 centimes, mais c'est déjà extrêmement cher quand on voit le prix de vente et la façon de fabriquer des masques de l'autre côté de la Méditerranée. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'organiser dans un grand pays comme le nôtre la gratuité des masques tout simplement et la distribution des masques parce que c'est de ressort de la santé publique en l'occurrence? Monsieur Lalanne. Les collectivités le font un peu à leur échelle, c'est pas suffisant. Mais par exemple, les masques que l'on a achetés, on les a distribués gratuitement et on va les distribuer gratuitement. Alors ce sont souvent des masques alternatifs et c'est pas suffisant. Mais le problème, c'est que ils nous ont fait le coup des masques. Mais moi, j'ai vécu un conseil communautaire où, un soutien du gouvernement, alors sans faire un procès avec du Yakai Faucon, mais très précisément, quand on parle des masques, eh bien oui, on va avoir des masques, mais il y a un effet d'annonce. Quand on parle des tests, on nous dit, selon la bonne charité chrétienne, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est-à-dire que pour moi, le plus important, c'est qu'il y a un renoncement de l'État dans la mise en place d'une politique organisée. Tout ne vient pas d'en haut. Tout ou beaucoup doit être impulsé d'en haut pour qu'en bas, on ait les moyens. Par exemple, les collectivités, elles ont été saignées par les baisses de dotation. Si l'État dit, le premier personnage de l'État, le président Macron, dit, quel qu'en soit le coût, c'est simple que les préfets consignent pour dire, eh bien, les investissements, les dépenses que vous ferez seront sur l'investissement, pas sur le fonctionnement. Moi, je rentre pas dans le détail, mais c'est très important pour les collectivités. Sinon, on est en rouge à la fin de l'année. Et donc, il suffit de dire que vous aurez des dotations, vous aurez des aides pour embaucher des soignants dans les hôpitaux, etc. Et ce sont ces décisions-là qui manquent. Alors, sur les masques, sur les tests, et y compris sur les effets d'annonce. Alors, pourquoi? Mais parce que les représentants de l'État ont été décérébrés. Souvent, ceux qui sont en haut, ils vont dans le privé, ils vont dans le public, ils reviennent dans le privé, en fonction des alternances gouvernementales, et c'est un véritable problème. Sans être caricatural, c'est que je trouve que il y a pire que Macron, c'est Trump, c'est encore une autre politique. Et on a des néolibéraux qui ont fait mieux que Macron. Mais pour autant, c'est la politique néolibérale, et ça a été dit par le représentant du PC, qui a mis en péril le service public et notre capacité à réagir. Et dernière chose, je pense que pour réagir, pour faire mieux qu'eux, alors qu'on dit tous la même chose, il faut que dans les localités, dans les entreprises, dans les hôpitaux, en province ou à Paris, quel que soit le territoire, on puisse, alors qu'on dit la même chose, quasiment la même chose, ou la même chose, qu'on puisse agir ensemble et que, à la faveur, malheureusement, de cette crise sanitaire, on ait un comité de liaison, d'unité de tous les courants de gauche écologistes, parce que la ligne de démarcation, c'est politique libérale, service public, et donc c'est cette unité-là, unité de toute la gauche, qu'on peut arriver à réaliser, hélas, grâce à ça, mais c'est une urgence, parce qu'on donne des leçons à Macron et au gouvernement Macron, il faut que nous-mêmes, on prenne nos responsabilités. Absolument. Alors justement, je voulais me retourner vers Fabien Cohen avant de donner la parole à Sophie Taillé-Poyon. Sur les masques, la gratuité des masques, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pousser le gouvernement à organiser cette gratuité et ne pas laisser ce secteur à la grande distribution seule et elle seule gérer cette distribution? Je crois que le problème de la confiance dont vous avez évoqué tout à l'heure, c'est le sentiment très profond que ce gouvernement, la seule finalité, elle est économique. C'est-à-dire qu'il cherche et qu'il continue à vouloir chercher les intérêts uniquement du secteur privé et du secteur marchand. Je crois que c'est ça le fond, parce que sinon, il y a longtemps que le gouvernement aurait pu organiser, que ce soit pour les médicaments, le curare et tout ce qui en avait besoin, soit pour les masques, pour les tests,
une organisation unique nationale, une distribution par les collectivités venant des préfets ou venant des ARS. Les ARS ne jouent pas le rôle qu'elles devraient jouer. Il y a aujourd'hui un vrai problème de conception du territoire. On n'est pas un territoire en fonction des besoins, on est un territoire en fonction des moyens. On limite les moyens, on adapte. Et c'est pour ça que tous nos PRS, tous nos plans régionaux de santé sont à revoir. Parce qu'ils ont été conçus, il y a pourtant peu, ils ont été conçus dans une logique qui vise à restreindre les possibilités d'offres. Et la texture, je dirais, du masque est tout à fait significative de tout le reste. C'est véritablement l'objet qui nous permet de comprendre ce qu'est la problématique. Il suffit de voir le rapport de la Caisse de dépôt et de consignation. Quand la Caisse de dépôt et de consignation fait un rapport qui dit que l'objectif, déjà c'est un peu étonnant que ce soit la Caisse des dépôts et consignations qui fasse un rapport sur la question de l'hôpital, mais quand il dit qu'il faut que ce soit privé-public et qu'il nous impose des financements qui vont favoriser le secteur privé, alors que la dette sur les hôpitaux est très forte et qu'elle leur empêche même d'acheter du matériel, ça a été levé par le plan d'urgence, mais sans le plan d'urgence aujourd'hui, ils n'auraient même pas pu acheter. Le gouvernement a retiré 1,5 milliard et continuer à retirer encore 1 milliard cette année sur le plan de financement de la sécurité sociale. Donc, comment on veut pouvoir construire? C'est là où la confiance, elle est aujourd'hui en berne. Elle est en berne parce qu'il y a véritablement le sentiment que nous ne sommes plus dans une politique alternative, une politique ouverte vers les intérêts et les besoins de la population, que ce soit des masques, soit des tests, soit des hôpitaux, des services, que ce soit du personnel. On a besoin de 100 000 emplois dans les hôpitaux. On a besoin de 300 000 emplois sur 3 ans dans les EHPAD. Est-ce que ce gouvernement va le faire? Personne ne le croit. Personne ne peut le croire. Alors, comment pouvoir faire confiance à ce gouvernement-là? Je crois que le fond du problème, c'est que si on ne crée pas, et ça a été dit, un front large, un front qui permet de changer de logiciel et passer d'un logiciel libéral à un logiciel de socialisation des questions de santé, je dis bien de socialisation des questions de santé, on n'est plus dans la capacité de pouvoir répondre à une prochaine, voire une deuxième vague, voire une prochaine épidémie. Crise sanitaire. Sophie Taillé-Polian, vous vouliez prendre la parole? Oui, parce qu'évidemment, je souscris à cette ambition partagée de formuler des réponses communes qui prennent en compte la dimension sanitaire et sociale de la situation, qui propose un modèle qui soit en rupture avec le modèle néolibéral, qui soit en rupture avec les politiques d'austérité, etc. Je voudrais juste rajouter que dans ce modèle à construire, il y a évidemment les questions de l'écologie à mettre au cœur, parce qu'on voit bien que cette crise aujourd'hui qui nous arrive, elle n'est pas née que de la mondialisation, elle est née d'une mondialisation néolibérale qui est extrêmement prédatrice par rapport aux ressources naturelles, et que c'est bien le fait qu'il y ait un rapprochement et une perte de la biodiversité, un rapprochement des animaux sauvages avec les êtres humains qui conduit à la transmission de ces virus aux êtres humains. Donc, je voulais rajouter cet élément parce que ce mot n'ayant pas été prononcé, je pense qu'il est important et tout le monde se rejoindra là-dessus parce que les modèles que nous devons proposer, ils doivent vraiment intégrer la dimension écologique très, très profondément. Et alors, merci d'aborder cette question parce que c'est vrai qu'il y a un grand parti absent ce soir, hein, c'est ELV, on leur fait coucou. Sur l'écologie, quand même, évidemment que c'est une grave crise du fait de la réduction des espaces naturels, des espèces en l'occurrence, la façon aussi de surproduire. Comment on peut… Et encore une fois, c'est une question qui s'adresse à vous tous parce qu'on est malheureusement au niveau mondial en minorité dans les institutions internationales, mais aussi dans les idées qui font foi au FMI, à la Banque centrale et ailleurs, pour rentrer dans un monde écolo, enfin, pour prendre conscience qu'on a une seule ressource, c'est l'humain, et qu'il faut s'en occuper correctement et pas en faire simplement un outil de production pour créer de la valeur, de la richesse. Est-ce que les mentalités vont sans doute changer, on peut l'espérer. Moi, je suis plutôt pessimiste. Je ne pense pas qu'on aura un monde d'après, ou alors si on en a un, ce sera un monde inspiré de la Chine, du contrôle total et de la surproduction. Ça ne va pas changer, malheureusement. Sauf si, effectivement, la gauche se rassemble et qu'on arrive peut-être à faire quelque chose au niveau national, mais surtout au niveau international. Comment changer et au-delà des discours de Greta Thunberg qui font écho tous les vendredis et depuis plus d'1 an, et passer du discours aux actes pour enfin enlever tous ces gens qui nous disent « j'ai changé, je vais changer » ou « ah oui, j'ai compris
compris, comme Nicolas Sarkozy en 2008, qui voulait changer le capitalisme. On a vu le résultat. Moi, j'ai aucune confiance, en fait, quand j'entends ce discours de politique responsable de cette crise me dire j'ai changé, j'ai compris, j'ai mûri. Non, moi, ce que je veux, c'est que ces gens-là dégagent et qu'on mette à la place des responsables qui soient conscients effectivement de l'urgence écologique, de l'urgence de changer totalement le logiciel néolibéral pour en faire un logiciel des communs. Quelle est aujourd'hui la stratégie, parce que les populations, à mon avis, sont prêtes à entendre ce discours-là. Je ne pense pas que les richesses soient partagées suffisamment pour que les gens se disent que produire plus, ça va ruisseler et que ça va finalement être bien pour eux, même si des grands philanthropes comme Bill Gates et Bernard Arnault vous diront le contraire. Est-ce qu'on peut changer le monde? Belle question. Je vais parler d'un marché, si je peux, rapidement. Il y a eu une controverse, est-ce qu'on laisse les marchés? Alors bien sûr, quand les télés nous ont présenté un marché parisien où il y avait une cohue, les gens se disaient quand même les gestes ne sont pas respectés. Et puis, il y a des marchés, bon, on va dire en province, mais au moins dans ma ville, on a 2 petits marchés et que l'on a maintenus, mais avec un protocole sanitaire. Et il y a une prise de conscience sur le manger local. Bon, déjà, il y avait les AMAP, un marché bio, etc. Mais il y a une prise de conscience, ne serait-ce qu'avec l'arrivée tardive des masques, ça démontre effectivement qu'il faut relocaliser les économies, et c'est pas de la xénophobie ou du nationalisme mal placé, c'est plutôt un développement équilibré. Et donc, je pense qu'il y a une prise de conscience, mais là, encore une fois, cela dépendra de notre capacité à proposer et à agir ensemble. Et peut-être à la différence de la Grèce, mais c'est un autre débat, c'est que la France, c'est pas la Grèce. Hélas pour la Grèce. Parce que si Chauvet et les Allemands ont pu, et même des dirigeants français, ont pu laisser faire le pistolet sur la tempe de Tsipras et de la Grèce, qui a subi les politiques néolibérales, eh bien, en France, on peut résister. Et il y en a d'autres qui le font. Au Portugal, en Espagne, il y a des perspectives où la gauche s'est rassemblée, et peut-être un peu moins sectaire, un peu moins d'égo, même si rien n'est parfait. Il y a des chemins qui sont ouverts et je pense que c'est pas possible qu'après on n'y est pas après encore. On n'est pas le jour d'après. Mais on est dedans. Et même sur des propositions concrètes, immédiates, je pense qu'on peut être efficace parce que la résistance des députés, des sénateurs, des partis politiques au niveau national, mais aussi des citoyens, des citoyennes localement, peut permettre une conjonction et on peut arriver. Mais comme ça a été dit, pour ça, il faut un front sur un programme écologique et social, ou social-écologique, peu importe, mais il faut qu'il y ait les deux, évidemment. Mais est-ce que vous croyez à une sortie de crise avec un gouvernement d'union nationale, enfin d'union dernière Emmanuel Macron? Est-ce que vous croyez que les Français vont gober ça? Enfin, comment vous voyez ça? On ne propose pas l'unité nationale avec Macron ni avec LR. C'est nous. D'ailleurs, cette table ronde est significative. C'est vrai qu'il manque encore quelques parties, bien sûr. Un petit effort. Boris Vallaud. Non, mais on voit bien l'espèce de tentative désespérée de Macron de penser qu'il va être l'alternative à lui-même. Bon, mais je veux dire, je pense que personne n'est dupe. Il avait déjà, pendant la campagne présidentielle, annoncé un changement. On a eu les Gilets jaunes et le grand débat. Il y avait un acte 2 qui n'avait pas ressemblé à l'acte 1, mais enfin qui en était quand même la copie quasi conforme. Là, on a une crise et puis finalement, il en tire un certain nombre de leçons et il refait le discours de Toulon de Sarkozy. Donc, ça trompe personne et je crois qu'il y a une duperie qui, en réalité, est mortifère pour la politique elle-même et pour, j'allais dire, un certain nombre des valeurs auxquelles on est attaché. Voilà. Je pense que la vitalité démocratique, elle ne s'accommode pas de l'unilatéralisme d'Emmanuel Macron et de sa pratique politique. Juste un petit mot. Moi, je crois que, évidemment, s'il y a une union la plus large possible pour construire le monde d'après, c'est très bien, mais je veux dire, penser le monde d'après, c'est déjà un peu un privilège, parce que c'est dans la crise elle-même que l'on voit que elle a un coût en termes de pauvreté et d'inégalité. Regardez la situation sanitaire en Seine-Saint-Denis. Elle est le témoignage aussi du fait que ce sont les premiers tranchés qui sortent pour aller travailler, que
il n'y a plus un médecin libéral en Seine-Saint-Denis, que les hôpitaux ont un Ondam qui ne prend pas du tout en compte ni l'offre sanitaire, ni des indices de précarité, et que, évidemment, tout ça a des conséquences. Et donc, je pense que dès à présent, dans ce que l'on peut faire les uns et les autres, que ce soit au Sénat, au Parlement, dans les collectivités locales, il y a une exigence en termes de justice qui doit être extrêmement forte. Parce que cette crise, elle a ceci de particulier, c'est que qu'on soit Boris Johnson ou un éboueur, on peut être touché par le Covid, mais que tout le monde n'aura pas vécu de la même manière cette crise selon qu'il aurait été à la Baule ou qu'il aurait été confiné dans un petit appartement qui déjà présente pour sa santé au long cours des différences significatives. Donc moi, je dis, il faut penser PAN, SER, le présent pour pouvoir ensuite penser PEN, l'avenir. Mais si on ne répond pas aux exigences du présent, voilà. Il n'y a pas d'avenir. Sophie Taillé-Polion. J'enlève mon micro. Oui, non, mais je suis absolument d'accord. Il y a des réponses d'urgence à donner et à proposer sans relâche. On l'a fait à l'Assemblée, on l'a fait au Sénat et d'autres l'ont fait de manière citoyenne pour proposer dès à présent que ce ne soit pas seulement l'urgence sanitaire, mais soit aussi l'urgence sociale et qu'on prenne en compte les situations des gens qui sont d'ailleurs pas forcément, qui vont tomber dans la précarité, parce qu'il y a eu un grand manque dans ces politiques-là. Ce sont les gens qui n'étaient pas encore forcément dans l'extrême grande pauvreté et les gens, notamment, qui n'étaient pas dans le salariat. Et on voit aujourd'hui se développer des nouvelles formes de pauvreté et la crise sociale va être effectivement, on peut l'anticiper, très, très importante. Mais après, nous, poser la question plus large, comment faire ? Bon, comment faire ? Faut commencer par ce qu'on peut faire, c'est-à-dire, je crois, des rencontres comme celle-ci, mais de plus large, et des rencontres comme celle-ci et plus nombreuses, et des rencontres comme celle-ci aussi, pour construire le programme qui pourrait s'appliquer et qui porte en son cœur les 3 piliers que sont la justice sociale, la résolution de la crise environnementale et aussi, bien sûr, apporter des réponses à la crise démocratique profonde. Et ça, je pense que c'est l'urgence aujourd'hui pour préparer la suite, parce que Emmanuel Macron comment dirais-je, ne trompe plus personne sur sa capacité effectivement à relever le gant. Et là, je dirais aujourd'hui, c'était particulièrement pathétique de le voir expliquer pour contrer son propre Premier ministre issu de LR comment se passait l'AREA dans les hôpitaux. Enfin, je veux dire, voilà, on a là, je crois, un pouvoir complètement désarticulé. Il faut être prêt à reprendre la main, prêt sur la base d'un programme clair qui allie justice sociale, questions environnementales et démocratie. Je pense qu'on peut créer les conditions d'un arc suffisamment large pour que les Français nous fassent confiance à nouveau sur la base, je crois, de quelque chose de vraiment clair et sur lequel nous nous engagerions tous et toutes à être vigilants sur l'application. Mais si la France, demain, par une réponse démocratique, elle réussit à imprimer un autre cours aux choses, je pense que ça aura beaucoup d'écho et qu'on sortira de cette vague terrible qui a vu le néolibéralisme prendre la main partout dans le monde et qui à quel risque de se substituer la seconde vague, c'est-à-dire la vague libérale autoritaire. Et donc, face à cela, on a une grosse responsabilité, je pense, pour construire une alternative. Alors, je me tourne vers Caroline Fiat, justement. L'avenir en commun, c'était cette plateforme, non, qui était voulue par, alors certes, la France Insoumise, mais qui est beaucoup plus large pour justement poser les bases d'un changement de paradigme en disant, voilà, c'est l'humain d'abord. Est-ce que cette plateforme, elle est ouverte à tous ? Est-ce qu'on peut y contribuer ? Est-ce qu'on peut la faire évoluer pour 2022 et dire, voilà, on a déjà posé les bases en 2017, maintenant, allons-y, les gars. Oui, tout à fait. Alors, juste avant, je vais faire une petite blague, mais juste privée à Boris Vallaud, parce que le soleil me plonge dessus. Il y a du soleil en Lorraine, Boris Vallaud. Et ce n'est pas triché. J'en suis sûr. Non, moi, j'ai passé un mois à l'hôpital et vous voyez, de revivre avec mes collègues. Je vais vous la faire en parlant en tant qu'aide-soignante. Peu importe qui prépare le chariot de soins, peu importe comment on l'organise. Le but du jeu, c'est que tout soit sur le chariot de soins. C'est-à-dire que toutes nos idées soient sur le chariot de soins.
Qui va prendre les outils sur le chariot de soins? J'ai envie de dire, on s'en moque. Parce que le but final, c'est d'aller apporter le soin à notre patient sur le lit. Et que ce soit l'aide-soignant, l'infirmier, l'interne, le médecin, l'ASH, tout le monde a une importance. Et j'ai envie de dire, en politique, c'est pareil. Quel parti, quelle idée, qui l'a mis sur le chariot de soins? On s'en moque parce qu'à un moment donné, c'est l'humain sur le lit qui est le plus important. Et je pense que cette crise-là nous aura permis, moi j'en étais déjà convaincue, mais de se rendre compte que on n'aura jamais autant travaillé ensemble que pendant cette crise sanitaire. Et donc ça prouve bien que moi j'en étais convaincue, mais ça prouve bien que c'est possible. Alors effectivement, on n'aura pas la même technique pour préparer notre chariot de soins. On n'utilisera pas forcément les mêmes techniques de soins. Mais c'est pas grave parce que le but final, ce sera bien de faire en sorte que notre patient il sorte guéri de notre service. Donc, moi, j'y crois avec le soleil et tout. J'ai envie d'être positive parce que la période n'est pas très positive en ce moment. C'est donc, vrai, c'est vrai. Il faut apporter un peu de positif dans cette période. Les jours heureux dans le Grand Est. Sébastien Desil, oui. Le chariot de soins, alors. Je remets le micro. Et oui, après, effectivement, dans cette stratégie de rassemblement de nos différentes composantes de la gauche, à Marseille, on est éternellement les premiers, puisque nous avons fait le printemps marseillais, et c'est un très bel arc-en-ciel, rassemblant les forces de gauche, plus également les associations citoyennes, des collectifs, etc. Et le programme que nous avions fait pour les élections municipales qui ont été avortées, là, il a été fait donc non seulement par les politiques à moitié, et également par le rassemblement citoyen. Et je pense qu'il faut aussi se tourner vers un rassemblement citoyen également. Il n'y a pas que notre microcosme politique, nos différentes petites chapelles, etc. Il faut remettre aussi dans le processus de décision, de création d'un programme, il faut également remettre les citoyens au centre même du projet et dans la constitution du projet. Là, on parle de la crise sanitaire, mais également de poser la question aux citoyens de ce qu'ils veulent comme système de santé. Pourquoi pas faire une convention sanitaire comme on a fait pour l'environnement? Donc, voilà, il faut remettre aussi le citoyen dans le processus de constitution aussi du fameux chariot de soins. Voilà, donc cette vue est très, très jolie, le chariot de soins. Je vais la Oui, vraiment, très belle métaphore, Caroline. Catherine Coutard, ce chariot de soins, alors, qu'est-ce qu'on met dessus? Alors, dans ce chariot de soins, la gauche républicaine et socialiste met ce qu'elle veut être, le trait d'union entre toutes les forces de gauche, et c'est pour ça qu'on a été à l'initiative de ces débats, de celui-ci et puis des prochains dans la semaine. Mais on veut y mettre, alors je vais y mettre mes outils, puisque Caroline l'a très bien dit, hein, chacun y vient avec ce qu'il peut apporter. Et nous, on a envie de mettre deux propositions importantes. La refondation républicaine qui repose beaucoup sur les services publics. On en a beaucoup parlé, mais c'est essentiel. Hein, l'hôpital, mais pas seulement l'hôpital, la recherche dont on n'a pas assez parlé, l'épidémiologie, tous ces outils qui sont indispensables. On a besoin de remettre aussi un plan pour les EHPAD. Caroline en parlerait bien mieux que moi encore. Mais aujourd'hui, la fragilité de nos anciens, on l'a vu, il faut absolument qu'on puisse avoir un vrai plan d'accueil de dignité. On y mettrait aussi, alors c'est un peu les marges du service public, mais pour répondre à Sébastien, une meilleure coordination et lutter contre l'isolement, entre guillemets, je ne sais pas si ça se dit, des praticiens de ville, parce qu'effectivement, je pense que les plus sacrifiés dans la solitude, ça a été aussi ceux-là. Donc, cette refondation républicaine sur le service public, ça nous paraît être une des choses qu'on peut mettre sur le chariot de soins. Et la deuxième chose qu'on a envie de mettre sur le chariot de soins, c'est la souveraineté renforcée. On a besoin d'être souverain en matière alimentaire, et là on rejoindra sans doute les circuits courts, l'alimentation et ce qu'on a dit sur l'écologie. On veut y mettre une souveraineté industrielle, parce que si l'Allemagne a fait un peu mieux, c'est qu'elle a eu le temps de mieux se préparer, mais c'est aussi parce qu'elle a un appareil industriel qui a pu répondre, ce qui n'a pas été le cas d'une autre, puisqu'il est inexistant. Et on veut une souveraineté sanitaire. On avait des laboratoires de médicaments, on a tout laissé partir. Puis, bon, il y a des logiques financières en plus qui sont effrayantes dans ce domaine-là. Et pareil pour la fabrication des masques, mais on revient à l'industriel. Donc, souveraineté renforcée.
et service public, refondation républicaine sur le service public, c'est ce qu'on met nous dans le chariot, entre autres, puisqu'on partage plein d'autres choses, en particulier sur l'écologie. Alors, comme on est ce soir sur le débat de la crise sanitaire, hein, je rappelle, oui, juste une seconde, qu'il y aura des débats toute la semaine hein, pour parler justement d'économie, de démocratie, et puis un meeting virtuel samedi sur ces mêmes canaux, sur Le Vent se lève, l'humanité, les jours heureux et le monde moderne. Je vous invite à vous connecter tous les soirs. Ce soir, on parle de crise sanitaire, donc on va conclure bien sûr sur ces thèmes-là. Fabien Cohen, vous vouliez rajouter un mot sur le chariot de soins peut-être? On ne vous entend pas. Fabien, on ne vous entend pas. Étant moi-même professionnel de santé, j'avoue que je suis sensible à cette idée de mettre des outils sur le plateau. Mais je crois que le premier outil, c'est sauver la sécurité sociale. Parce que, soyons clairs, on en est là aujourd'hui parce qu'on a cassé la sécurité sociale depuis maintenant une quarantaine d'années. Donc, la première des choses, c'est si on va vers le 100% sécu, si on va vers rétablir des cotisations sociales qui permettent de faire en sorte qu'il n'y ait plus de complémentaires et que l'on soit vraiment sur du 100% sécu, aujourd'hui, ce sont des priorités, ce sont des choses à voir. Il faut aujourd'hui, pour cela, être déjà d'accord pour un moratoire sur toutes les fermetures. Pour l'instant, il faut qu'on y arrive. Il faut qu'on arrive aussi à faire en sorte que nous ayons, comme je disais tout à l'heure, un pôle public du médicament européen, français, mais basé sur une agence internationale du médicament, pour revenir, parce que le problème des brevets aujourd'hui est une vraie problématique grave qui nous amène au traité de libre-échange, etc. Donc, on a véritablement besoin de mettre des grands aussi sujets sur cette table. Bien sûr, il y a besoin du court terme, et nous avons par exemple des propositions sur 10 mesures d'urgence à court terme, mais il y a du moyen terme et il y a le long terme. Et dans cette construction-là, il y a ces grands pôles de réflexion qu'il faut aujourd'hui avancer, qui sont, puisque vous parlez des jours heureux, on est dans les jours heureux de la sécurité sociale de 45, mais pour une sécurité sociale du 21e siècle. Il ne s'agit pas de revenir obligatoirement, mais gardons les valeurs de 45 pour construire cette sécurité sociale. Arrêtons les 90 milliards qui ont été supprimés de cotisations sociales. Il faut rétablir. Voilà, je crois qu'il y a aujourd'hui des exigences sur lesquelles il faut que nous mettions ça sur la table et que nous en discutions aussi très sérieusement ensemble. Alors justement, en guise de conclusion, si vous avez quelques mots justement les uns et les autres à dire pour comment vous envisagez cette sortie de crise et l'après. Qui veut commencer? Rapidement, 2 minutes. Une minute. Si, je vais en profiter. Là, il me semble qu'on parle de la formule du vaccin politique. Alors, si on trouve la formule, mais moi, je ne suis pas virologue, je ne suis pas un spécialiste, mais si on trouve la formule, puisque on devrait convenir que 80% de ce qu'on dit, on pourrait comparer d'ailleurs ligne à ligne ce qui est proposé par les uns et les autres, et peut-être aussi parce tout le monde est dans l'opposition, mais on dit la même chose. Donc, il faut dupliquer le vaccin. Ça veut dire qu'il y a ces initiatives tout le long de la semaine, très bien, mais il peut y avoir aussi de telles initiatives régionalement, localement, mais à la condition que tout ça soit pas une politique de gribouille aussi, une forme d'agitation, que chacun revienne chez soi après, mais que on ait effectivement il faut être prudent sur les mots, me dit-on. Il faut, peut-être certains diraient nouveau front populaire, écologique et social, ou nouvelle unité de toute la gauche et les écologistes, ou bien un front éco-socialiste, enfin sans limite éco-socialiste, on est tous socialistes, communistes, écologistes, etc. Et donc c'est cette démarche-là, et je trouve que c'est heureux, je ne sais pas si c'est un jour heureux aujourd'hui, mais c'est heureux qu'on ait ce débat, à la condition qu'on puisse essaimer. Merci. Qui veut prendre la suite pour quelques mots de conclusion? Sophie, Taille et Poy, on ne vous entend pas. Oui. Voilà, j'ai remis mon micro. Moi, je pense qu'à cette étape, il y a des mesures très, très importantes sur lesquelles on peut être d'accord. Comme au moment du débat sur les retraites, il y a eu d'ailleurs un écrit commun de la plupart des partis de la gauche et de l'écologie pour dire voilà ce que nous ferions.
il y a les mesures de court terme sur lesquelles on peut faire front commun pour dire voilà ce qu'il faut faire. Et je pense notamment à toutes les mesures d'urgence sociale parce qu'on voit bien que le chômage partiel, il y a énormément de trous dans la raquette. Bon. Après, sur la suite, faut pas non plus négliger un certain nombre de discussions qu'il faut qu'on ait largement pour construire ce front commun de l'alternative sociale, écologique, démocratique. Et nous, à Génération, on porte un certain nombre d'idées qui ont été qualifiées peut-être un peu d'être en avance sur leur temps. Notamment, je pense au revenu universel. Je pense aussi qu'il y a des questions importantes sur qu'est-ce que c'est un nouveau modèle qui soit durable, qui soit soutenable en termes écologiques. Comment ça s'inscrit dans le cadre d'une relocalisation d'activités industrielles. Je ne pense pas non plus qu'il faut qu'on fasse semblant qu'il y a d'être d'accord sur tout. Et je crois que là, on a le temps, d'ailleurs, d'ici à l'élection majeure dans notre système. On est tous à regretter que ce soit le temps de la présidentielle qui rythme les choses. Bon, on est tous à le regretter. Mais là encore, il y aurait aussi des choses à construire pour savoir qu'est-ce qu'on veut à la place. Donc, il y a beaucoup de temps de discussions approfondies qui doivent être menées. Je crois qu'on peut se rassembler plus largement encore que ce que nous faisons aujourd'hui, mais sur une exigence de débat de fond qui soit une réponse concrète, pragmatique, et parce qu'on ne va pas non plus être d'accord sur tout l'ensemble de la philosophie politique les uns et les autres s'il y a des partis et des organisations différentes. Il y a aussi des raisons. Mais cela doit se faire non pas sur la conviction que ce sera facile, mais sur la conviction qu'il faut se mettre au travail et qu'il y a des sujets qui peuvent, à un moment donné, faire friction, mais que de ce travail collectif peut sortir quelque chose d'opérationnel pour les Françaises et les Français. Voilà. Très bien. Oui, Catherine Coutard. J'ai dit un peu ce qu'on mettait nous dans cette balance, et oui, continuer à débattre, essayer de transformer ça, comme ça a été dit par Jean-Yves, en éléments de proposition commune le plus possible. Et puis, moi, je voudrais m'inscrire aussi dans la réflexion qu'avait entamée Boris Vallaud, parce que la question il faut retrouver la confiance de l'électorat populaire, et ça se fait à la fois en construisant avec et pas seulement pour, et en même temps aujourd'hui, parce que c'est encore plus réel dans cette crise sanitaire, les inégalités sociales vont se renforcer, la crise économique qui vient derrière va encore empirer les choses, et donc moi je pense que c'est la question de nos réponses aux inégalités sociales est une question essentielle. Bien, oui. Caroline Fiat. Oui, juste pour finir et une précision, que nous discutions ensemble et que nous débattions ensemble, c'est bien. Et je pense qu'il va falloir penser à aller discuter et débattre avec tout le monde dehors. Il y a plein de gens qui applaudissent sur les balcons à 20h. Et moi, c'est des gens avec qui j'ai beaucoup envie d'aller discuter et débattre une fois qu'on pourra aller discuter avec eux, parce que je pense que ce sont des gens qui maintenant sont touchés. En tout cas, s'ils applaudissent, ce n'est pas pour rien. Et voilà. Donc, qu'évidemment, nous discutions ensemble, c'est bien, mais je pense que il ne faudra pas oublier d'aller discuter avec les gens les plus importants, c'est-à-dire tout le monde, tous les citoyens, parce que c'est avec eux qu'on changera le monde de demain, ce n'est pas nous tout seuls. Donc, et je pense que c'est un bon public, ceux qui applaudissent à 20h. Très bien. Boris Vallaud, un mot de conclusion ? Non, un mot de conclusion très rapidement pour dire qu'au fond, ce qu'on a en partage, c'est un questionnement permanent sur voilà, pour qui on se bagarre. Moi, je reprends souvent cette formule de Camus au moment où il reçoit le prix Nobel de littérature. Il s'interroge sur ce que sont les devoirs d'un écrivain engagé. Et il dit que l'écrivain engagé, il ne peut pas être du côté de ceux qui écrivent l'histoire, il ne peut être nécessairement que du côté de ceux qui la subissent. Et donc, il faut être du côté de ceux qui subissent et en faire les acteurs justement de l'histoire à écrire. Donc, c'est retrouver en effet ceux pour qui on a fait le choix de s'engager. Et c'est pour ça qu'on aspire tous au déconfinement pour retourner effectivement à la rencontre les uns des autres. Voilà. Eh bien, je n'ai pas encore entendu Jean Desilles pour un mot de la fin.
Sébastien. Et... Sébastien. Pardon, Sébastien. Pourquoi j'ai dit Jean? C'est mes lunettes, il est tard. Oui, non, cette initiative de débat est bénéfique parce que nous exprimons chacun nos opinions et nos remontées, nos expériences individuelles, etc. Et effectivement, comme disait Caroline, il faut que dès demain, dès le déconfinement, retourner voir les citoyens parce que c'est pour eux et avec eux qu'on va édifier notre prochain projet, notre prochaine vision. Voilà, on ne peut pas faire chacun dans son coin. Ce n'est pas possible, ce n'est plus possible comme c'était avant. Et quand je dis avant, c'était vraiment l'ancien temps, hein, voilà. Mais la construction d'un projet alternatif à ce que nous vivons maintenant et penser les blessures de cette crise qui vont perdurer, hein, la crise sociale va s'installer durablement pour beaucoup d'entre nous, hein, et c'est collectivement, formation politique, association, citoyens, qu'on pourra réellement apporter un nouveau cap de progrès social et écologique pour nos concitoyens. Merci beaucoup. Et Fabien Cohen. Oui, moi je crois que PCF. La confiance, on en a parlé tout à l'heure, si on veut que les gens aient confiance en nous, il faut qu'on montre sur ce qui est déjà du possible. Je pense que sur le court et le moyen terme, ils nous laisseront le temps de réfléchir parce qu'ils savent très bien que la situation n'est pas simple. Mais sur le court terme, pourquoi dans les semaines qui viennent, on ne construit pas un programme en 10 points ou en 15 points qui nous permettent de sortir à notre manière de la crise avec nos propositions? Je pense qu'il ne faut pas remettre à trop longtemps la construction d'un demain. Le demain, il faut le construire dès maintenant parce que les gens ont besoin tout de suite. Caroline Fiat parlait des gens. Nous, quand je suis dans la coordination de Mondor, je ne leur demande pas de savoir ce que je vais faire dans 15 jours, dans un mois, dans 2 mois. Ils me demandent est-ce que tu peux réagir tout de suite et comment on réagit tout de suite. Et ben, je crois que pour réagir tout de suite, il faut que nous tous ici, dans les semaines qui viennent, dans la semaine qui vient, dans 10 jours, on ait un projet commun de sortie urgente de la crise, d'un plan d'urgence de sortie de la crise. Et je pense que c'est possible puisqu'on a tous plein d'idées et qu'on est tous en capacité aujourd'hui par notre vécu et nos capacités d'intervention à écrire ces propositions. Elles sont écrites chacun. Mettons-les ensemble et même en confinement, on doit pouvoir réaliser ça. Eh bien, merci beaucoup, Fabien. C'est ce qu'on va faire de toute façon toute la semaine à 18h ici sur Le Monde Moderne, Le Vent se lève, Les Jours heureux et l'Humanité, pour débattre, eh bien, du déconfiner le débat. C'est ce qu'on a fait ce soir pour parler de la crise sanitaire. On a un peu débordé, évidemment, mais c'était la première. Il fallait parler politique aussi. Demain, on parlera géopolitique. Mercredi, on parlera économie. Vendredi, on parlera démocratie. Jeudi, c'est relâche. Et samedi, ce sera un grand meeting en ligne de tout le monde pour justement continuer cette discussion, continuer ce dialogue, continuer ce programme commun, ce chariot de soins, employons les grands mots, arriver à dire que oui, on va s'occuper de l'humain, les jours heureux vont arriver avec le soleil comme dans le Grand Est, et que derrière, on mettra cette parenthèse qui s'est ouverte sous Giscard et qui se fermera sous Macron pour passer à autre chose. Et ça, c'est un débat que vous ne verrez pas sur la page officielle de Sibeth Ndiaye des infos anti-fake news du Covid. Non, malheureusement, nous ne serons pas sélectionnés par le gouvernement, mais on aura peut-être le label quand même République apprenante parce que vous aurez appris des trucs ce soir. Merci à vous tous d'avoir participé à ce débat, d'avoir joué le jeu. Et merci à vous tous de vous être connectés, d'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous demain. Je ne sais pas qui anime demain, mais ce sera bien. Vous verrez, il n'y aura peut-être pas ce look un peu journaliste sportif. Moi, ça m'a beaucoup plu. J'ai adoré. Et merci à vous tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et on l'aura ce virus. Merci à tous. Bonsoir. Au revoir.